faut pas avoir peur d'un surcroît de travail et de temps, d'un temps qui va nous être enlevé. Au contraire, ça fait gagner du temps, ça évite des passages aux urgences, ça évite des consultations inutiles, ça fluidifie le fonctionnement, ça, à mon avis, diminue la charge de travail des secrétaires également en termes de réponse au téléphone pour les correspondants. Donc, moi, personnellement, j'y vois que des avantages. Bienvenue à tous à ce webinaire sur la télexpertise en cardiologie que j'ai le plaisir d'animer aux côtés des docteurs Desguibon et docteur Zakin, qui sont tous les deux donc cardiologues hospitaliers et libéral, que je prendrai le temps de vous présenter d'ici quelques minutes, et de Balthazar Domenech de Céleste de l'équipe accompagnement et projet d'Omnidoc. Merci à tous de prendre le temps d'être là ce soir. Vous êtes près de 100 cardiologues à vous être inscrits, autant hospitaliers que libéraux ou mixtes. Vous venez de toutes les régions de France avec une quarantaine d'établissements hospitaliers différents représentés, parmi lesquels 12 CHU, Bordeaux, Amiens, Caen, la Guadeloupe, Nîmes, Orléans, La Réunion, Toulouse, pour en citer quelques-uns, et aussi une grosse vingtaine de CH, Colmar, Chartres, Niort, Redon, Compiègne, Laval ou Narbonne, pareil, pour en citer que quelques-uns. La télexpertise est désormais un sujet incontournable, c'est une véritable réponse à la pénurie médicale et un moyen efficace pour améliorer la collaboration médicale. Elle concerne toutes les spécialités médicales, c'est pour ça qu'on a décidé de lancer un webinaire, un cycle de webinaires sur la télexpertise avec un webinaire dédié à chaque spécialité. On a commencé mi-janvier avec l'hématologie, puis avec la dermatologie mi-février et on poursuit ce soir avec la cardiologie. Merci Dr Zakin et Dr De Guibon d'avoir accepté notre invitation. Dr Guibon, vous êtes praticien hospitalier au sein du service de cardiologie du centre hospitalier de Pau en région Nouvelle-Aquitaine depuis bientôt 12 ans. Vous êtes spécialisé en rythmologie interventionnelle et avec les 8 autres consoeurs et confrères de votre service, vous avez déployé le premier réseau hospitalier de télexpertise en cardiologie sur Omnidoc en avril 2022 pour donner des avis cardiologiques urgents, semi-urgents et non urgents aux médecins de votre territoire. Vous avez déjà rendu près de 1200 avis depuis le lancement de votre ligne d'avis. Docteur Zakin, vous êtes cardiologue libéral spécialisé en rythmologie. Vous faites partie de l'ADRIS, un groupe spécialisé en rythmologie interventionnelle à Lyon. Le groupe ADRIS a développé un réseau de télexpertise pour donner à leurs correspondants médecins généralistes et cardiologues des avis à orientation rythmologique. Depuis le lancement de votre réseau, fin octobre 2023, vous avez déjà rendu près de 100 avis en à peine 3 mois. Merci à tous les deux d'avoir accepté de partager votre retour d'expérience sur votre pratique de la télexpertise. Je serai accompagnée durant ce webinaire par Balthazar Domenech de Céleste, qui fait partie de l'équipe projet accompagnement au sein d'Omnidoc, équipe qui s'occupe au sein d'Omnidoc de déployer les projets médicaux de télexpertise en étroite collaboration avec les médecins, en s'adaptant complètement à leurs besoins, puis de les accompagner au quotidien dans leur utilisation de l'outil. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il nous semblait important de vous rappeler quelques éléments essentiels de la télexpertise pour poser les bases. Tout d'abord, la télexpertise, donc à distinguer absolument de la téléconsultation, c'est tout à fait différent. La télexpertise, c'est lorsqu'un professionnel de santé requérant va solliciter un professionnel de santé requis pour lui demander un avis médical sur un patient. C'est une pratique ancienne qu'on pourrait faire remonter au milieu du XXe siècle avec l'émergence des premières spécialités médicales, mais qui est entrée dans le droit commun en 2019, date de la création de l'acte médical qui est la télexpertise. Il y a eu pas mal d'évolutions réglementaires depuis ce moment-là, qui montrent d'ailleurs une volonté de l'assurance maladie d'élargir de plus en plus cette pratique. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, tous les patients, quels qu'ils soient, sont concernés par la télexpertise. Il n'y a plus de critères d'éligibilité. Et tous les professionnels de santé, à l'exception des dentistes, peuvent être requérants, c'est-à-dire peuvent demander une télexpertise. Donc ça concerne les médecins, les sages-femmes, tous les paramèdes, type infirmier, kiné, podologue, etc. Et tous les médecins, quelle que soit leur spécialité, et les sages-femmes peuvent aujourd'hui rendre des avis, donc avoir la position de requis de télexpertise. Euh, Concernant la cotation, aujourd'hui, le requérant peut coter une demande d'avis et être rémunéré 10 € par
avis demandé et le requis peut coûter 20 euros par avis rendu. La cotation, elle fonctionne autant en libéral qu'à l'hôpital, sauf qu'à l'hôpital, du coup, la rémunération est touchée par l'hôpital. Voilà en ce qui concerne du coup les bases de la télexpertise. Je vais maintenant donner la parole à nos deux intervenants et nous terminerons ce webinaire par une séance de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à écrire vos questions dans l'onglet Q&R. Donc si vous descendez votre souris, tout en bas, il y a une barre noire qui va apparaître avec plusieurs icônes. Vous avez une icône Q&R pour questions-réponses. On vous invite vivement à taper vos questions dans cet onglet-là. Sachez que vous pouvez voter pour les questions les uns des autres. Nous, ça nous aidera à prioriser les questions en fin de séance. Et on a aussi euh, une partie de l'équipe d'Omnidoc qui est connectée ce soir et qui répondra à certaines questions par écrit. Et par ailleurs, si vous avez durant le webinaire envie d'intervenir, vous pouvez tout à fait cette fois-ci, en cliquant sur l'icône discuter, c'est l'équivalent du chat, nous faire part de vos commentaires, commenter les propos de nos intervenants, rajouter des choses. N'hésitez surtout pas à intervenir. Nous allons donc maintenant commencer la table ronde virtuelle et pour commencer, j'aimerais savoir qui sont les professionnels de santé qui vous sollicitent le plus, docteur de Guibon et docteur Zakin. Notamment, par exemple, est-ce qu'il y a une spécialité qui revient plus que l'autre? Docteur de Guibon, par exemple. Bonsoir à tous, merci. Alors nous, on est euh, un service hospitalier et donc on a quasiment 100% d'avis qui sont demandés par des médecins généralistes puisque c'est une ligne d'avis Omnidoc pour nos correspondants généralistes du territoire, sachant qu'à Pau, on a également des territoires assez éloignés dans les vallées pyrénéennes où les médecins généralistes sont assez isolés et les gens ont du mal à venir consulter le cardiologue. Donc on a ils sont quasiment 100% d'avis médecins généralistes, rarement des cardiologues du territoire également qui veulent des avis très spécialisés, mais c'est quasiment que de la médecine générale. Docteur Zakin, vous observez les mêmes tendances et les requérants, ce sont essentiellement des médecins généralistes? Oui, tout à fait. On n'avait pas fermé, on n'avait pas sélectionné de spécialité ou sur-spécialité dans les différents médecins requérants éventuels, mais force est de constater que l'immense majorité du temps, ce sont des médecins généralistes qui formulent des avis omnidoc. Alors, probablement, à mon avis, c'est lié à la proximité qu'on a plus volontiers avec nos confrères cardiologues qui souvent ont d'autres moyens de communication et qui demandent finalement les mêmes avis, mais sans forcément passer par une plateforme. Alors que les généralistes ont un peu moins cette facilité d'avoir, n'ont pas forcément nos coordonnées directes et donc transitent par Omnidoc. Ok, il pourrait tout à fait également, vos confrères cardiologues, passer par Omnidoc au final. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Mais c'est Ouais, question d'habitude ok. de fonctionner comme ça. Et d'ailleurs, justement, comment est-ce que vous avez fait pour, au moment où vous avez mis en place votre réseau, pour inciter vos correspondants existants à passer sur OmniDoc? Parce que j'imagine, docteur Zakin, mais aussi docteur de Guibon, que vous aviez déjà des médecins généralistes qui avaient l'habitude de vous solliciter, un peu comme vos confrères cardiologues, par mail, par WhatsApp. Comment est-ce que vous avez fait pour les informer du coup du lancement de ce réseau et pour leur demander de passer désormais par OmniDoc? Je prends la parole, pardon. Alors nous, effectivement, on a fait une communication, on a fait un petit flyer qu'on a envoyé à à nos médecins correspondants et finalement, comme ils reçoivent énormément d'informations, je pense que c'est un peu tombé à l'eau. Et finalement, pendant quelques mois, à chaque fois qu'on avait un avis demandé via le secrétariat ou directement quand ils tombaient sur la ligne de garde, on leur disait la prochaine fois, si c'est pas une urgence vitale, passe par Omnidoc. Et les secrétaires, il y avait également la consigne de dire au secrétariat des médecins, quand ils avaient du mal à nous joindre, de tenter, enfin, de passer par Omnidoc. Et donc, ça s'est fait assez naturellement. Et puis, on a vu aussi apparaître beaucoup de médecins que l'on n'avait pas comme correspondants, ou parfois même assez éloignés, qui ont peut-être des cardiologues plus proches dans d'autres centres hospitaliers, qui nous demandent des avis via Omnidoc pour des choses très spécialisées, par exemple en rythmologie, qui ne sont pas faites dans des centres ailleurs autour de chez nous.
Ok. C'est Voilà. une autre question que j'avais justement concernant vos requérants. Est-ce que les requérants, ils sont plutôt majoritairement de votre bassin géographique, situé autour de chez vous, ou est-ce que ça peut aller un peu plus, est-ce que ça peut être un peu plus large? Alors nous, on a la particularité d'être un centre hospitalier qui draine assez large, parce qu'on a des petits centres hospitaliers autour de nous. Et donc pour des questions très spécifiques, par exemple de rythmologie ou de coroner, il y a des médecins généralistes qui veulent directement s'adresser au centre où le patient risque d'être hospitalisé et ne pas passer forcément par le cardiologue traitant qui est dans une petite ville. Donc ça, mais quand même, globalement, majoritairement, c'est des médecins généralistes du coin. Hmm. Et vous, docteur Zakin, c'est plutôt aussi des médecins qui sont situés autour de chez vous? Je dirais que non, au contraire. Plus le médecin est éloigné, plus il aura tendance à passer par Omnidoc parce qu'il aura justement cet isolement géographique et médical. Donc, on peut, dans le logiciel Omnidoc, définir une zone géographique dans laquelle on veut répondre à des avis. On n'est pas obligé de répondre aux avis de la France entière et c'est pas forcément très intéressant pour le patient en particulier d'avoir l'avis d'un cardiologue qui ne le reverra jamais et qui ne sera jamais amené à le voir. Donc on a limité d'emblée, on avait limité la zone géographique de notre réseau à la zone géographique avec laquelle on a l'habitude de travailler. Euh, voilà, c'est pas, on travaille comme ça. Et concernant les avis, on a des avis d'un peu partout dans cette zone géographique, mais mon sentiment, c'est que les médecins les plus éloignés et les plus isolés ont plus souvent recours à Omnidoc euh, parce qu'ils connaissent peut-être la facilité et la rapidité éventuellement d'une prise en charge avec ce système-là plutôt que de donner une ordonnance à un patient, aller prendre un rendez-vous avec un cardiologue et puis bon courage. Oui, alors nous, on incite plutôt effectivement au moment de la mise en place d'un projet médical à définir plutôt du coup un projet médical autour de chez vous Mm. pour les questions de prise en charge du patient. Vous n'allez pas demander à votre patient de faire des centaines de kilomètres derrière pour une consultation, mais c'est vrai que parfois, il n'y a pas d'autres possibilités et ça reste quand même mieux d'avoir un avis sur Omnidoc plutôt que de ne pas avoir d'avis faute de cardiologue. Après, c'est parce que moi, j'avais une expérience un peu biaisée de la téléexpertise. Je pratiquais la téléexpertise auparavant dans la région centre, et la téléexpertise était très axée sur les patients isolés. Parce que finalement, les patients qui ont un cardiologue, qui ont un délai de consultation relativement rapide, ou qui savent, ou que les médecins généralistes savent qu'ils pourront avoir un rendez-vous de consultation relativement rapide, vont pas forcément demander d'avis Omnidoc pour éventuellement faciliter et accélérer la prise en charge. C'est plutôt dans les zones sous-dotées où les cardiologues partent les uns après les autres à la retraite et que ils se retrouvent en rupture de soit des patients en rupture de suivi pour lesquels il y a une déstabilisation d'une cardiopathie, par exemple, ou des patients pour lesquels ils auraient aimé avoir un bilan cardiologique relativement rapide. Et justement, c'est quoi les demandes que vous avez le plus souvent? Est-ce que vous avez réussi à identifier des tendances parmi les demandes des médecins généralistes? Alors, on a orienté d'emblée les demandes vers de la rythmologie sur notre réseau. On a spécifié dans la définition de notre réseau des demandes plutôt axées rythmologiques, Hmm. ce qui Ok. nous concerne. Et vous, docteur Guibon, est-ce que c'est le cas aussi ou est-ce que vous auriez un cas concret un peu à partager du coup aux confrères et consoeurs qui sont là ce soir d'une demande qui vous apparaît particulièrement intéressante? Ouais, alors nous, c'est un petit peu différent, effectivement. Donc pour rebondir sur ce que disait le docteur Zakin, nous, il y a ça reste quand même notre bassin de population et de recrutement de patients qui seront éventuellement hospitalisés, mais il est assez large de par la géographie et l'isolement un peu du centre hospitalier sur le territoire. Euh, Nous, on fait de la vie tout venant. Et y compris des urgences. Alors, on a un fonctionnement où le médecin de garde ou qui a le téléphone de garde la journée va répondre.
mais ça va être donc les autres seront déchargés de cette fonctionnalité, sauf si c'est un avis spécifiquement demandé pour eux, dans quel cas ils auront le temps de répondre. Donc, on essaye quand même globalement de répondre le plus souvent dans la demi-heure ou dans l'heure qui suit. Alors, bien évidemment, on fait passer le message qu'en cas d'urgence vitale, de passer via les canaux classiques du 15 ou du téléphone de garde du cardiologue. Mais on a des semi-urgences, des avis sur des douleurs thoraciques atypiques qui finalement se révèlent être avec des électrocardiogrammes modifiés qu'il faut avoir rapidement. On a énormément d'électrocardiogrammes et il y a pas, voilà, il y a 15 jours, on a eu une jeune femme de 38 ans qui avait une douleur assez atypique, qui avait des gros troubles de repolarisation et qui effectivement a été hospitalisée le soir même et une coronarographie avec une sténose coronaire très serrée, alors qu'effectivement ça aurait pu très facilement passer à l'as du fait de la caractère atypique de la douleur. Et puis, Voilà. on avait l'impression sur la demande du médecin traitant qui n'était pas non plus convaincu. Voilà, mais voilà, effectivement, il y a eu des avis semi-urgents qui se sont révélés à des vraies urgences. On a eu des BAV complets, des BAV de points, enfin des choses assez urgentes à prendre en charge. Ouais. Super intéressant. Et on a eu pas mal de questions à ce sujet, sur le temps que ça vous prend, de répondre à une demande. Est-ce que c'est quelque chose que Alors, vous arriveriez à quantifier? c'est pour moi, à mon avis, et je pense que c'est partagé par mes collègues du service, c'est un gain de temps. Effectivement, on va prendre quelques minutes pour regarder le dossier sur Omnidoc et si c'est des patients connus du service, il va falloir se plonger également éventuellement dans le dossier médical du patient pour voir les antécédents, ce qui a été fait. Mais la plupart des téléexpertises sont très rapides. Par exemple, des électrocardiogrammes de jeunes qui veulent faire du sport, un premier électro, s'il est normal, ça prend quelques secondes à répondre que l'électro est normal. Euh, Effectivement, on gagne du temps parce que on va pas forcément voir ces patients en consultation. Ça nous fait, moi, j'ai pas l'impression qu'on fasse plus de consultations à cause d'Omnidoc. Par contre, on fait des consultations choisies et ciblées et intéressantes pour le patient et pour nous, et on perd moins de temps. Donc, au final, le temps, les quelques secondes qu'on perd sur les téléexpertises où il n'y a pas grand-chose à dire est bien compensé sur des consultations ciblées. Et effectivement, moi, j'ai pas l'impression que ce soit une perte de temps, au contraire. Hein. Docteur Zakin, vous, votre réseau a été lancé un peu plus récemment. Est-ce que vous faites le même constat que le docteur de Guibon? Oui, alors je partage complètement le point de vue docteur de Guibon. Euh, c'est rare qu'on ait des téléexpertises de plus de quelques lignes, des demandes de plus de quelques lignes avec des dossiers complexes. C'est pas forcément le sujet d'une téléexpertise. Souvent, c'est des questions qui sont assez simples, des avis simples, mais parfois qui nécessitent une prise en charge rapide. Et effectivement, ça permet de fluidifier le parcours patient et de- d'orienter nos consultations. Ce sont des patients qu'on aurait été peut-être amené à voir pour leur dire qu'un électron est normal, euh, pour les rassurer, etc. Mais la téléexpertise a permis de faire le job et ça laisse de la place pour d'autres patients qui auront peut-être plus besoin d'une consultation de cardiologie rapide, voire des patients pour qui on a donné un avis sur OmniDoc qui nécessitent une consultation rapide et qui, au lieu de passer par un secrétariat qui va pas forcément filtrer et analyser la demande, on peut nous-mêmes juger du caractère plus ou moins urgent de la demande. Et là, je m'adresse à tous les deux. Est-ce que vous arriveriez à évaluer à peu près sur la quantité de télexpertise auxquelles vous répondez, euh, combien de télexpertise débouche derrière sur une consultation? Est-ce qu'on est de l'ordre de, je ne sais pas, une consultation pour 4 télexpertises ou pour 2 télexpertises? Moi, j'ai pas de statistiques, on n'a pas fait les statistiques, mais je serais effectivement dans cet ordre-là de 25% qui débouchent sur une consultation. 20 peut-être 25% où on donne des avis de traitement pour éviter par exemple une hospitalisation chez un insuffisant cardiaque, sur augmenter les diurétiques, gérer la fonction rénale, etc. Et des consultations dans le lot qui sont évitées. Bon, je sais pas, voilà, mais il y a au moins 25% des cas où c'est des consultations
qu'on aurait été amené à voir et qu'on va pouvoir éviter les déplacements aux patients et puis rassurer en quelques secondes le patient. Mais clairement, dans le métier de cardiologue, il y a quand même un certain nombre de consultations où on pose les yeux sur l'électrocardiogramme, on n'a pas besoin de faire d'examen clinique et la consultation est terminée, on dit tout va bien monsieur. Donc la téléexpertise prend tout son sens. Effectivement, c'est pas aux généralistes de dire de manière définitive qu'un électrocardiogramme est parfaitement normal. C'est pas leur responsabilité, donc c'est à nous de le faire. Il y a ce moyen-là qui est très bien pour ça. Et est-ce que ça vous arrive parfois de proposer un protocole de soins à suivre au médecin généraliste ou alors de dire, voilà, revoyez le patient, ça me semble OK, mais revoyez le patient sous 3 mois, enfin, euh, comment dire, Ah, alors nous, non? nous, ouais, clairement, vous montez les diurétiques, vous le revoyez la semaine prochaine. Si ça va pas, vous nous renvoyez un message et on verra à ce moment-là. Ça nous arrive très très souvent, ouais. Après, voilà, tout dépend de l'intitulé de la demande, hein, voilà, mais ça, c'est régulièrement qu'on reste en contact et un dossier peut être suivi et puis faire l'objet d'une deuxième expertise la semaine d'après en fonction de l'évolution du patient. Mais Et parce qu'on d'ailleurs, fait voilà, de la cardio générale aussi, de l'insuffisance cardiaque. Mais bon, ça peut s'appliquer aussi à la rythmologie. Un patient chez qui on découvre une EFA, on débute le traitement et puis on fait le point une semaine après, voir où ça en est. Et puis on peut décaler comme ça notre première consultation à 15 jours, 3 semaines. On n'est pas obligé de les voir en urgence le lendemain. vous avez tous les deux décidé de mettre en place donc un réseau de téléexpertise avec vos confrères. Docteur Guibon, vous, ça fait bientôt 2 ans que vous avez mis en place un réseau de téléexpertise au sein du service de cardiologie du CH de Pau. Comme je le disais tout à l'heure, c'est le premier service hospitalier à avoir mis en place du coup un réseau de téléexpertise en cardiologie sur Midoc. Est-ce que vous pouvez nous dire, avec du recul, donc bientôt 2 ans après, comment s'est passée la mise en place de ce réseau? Comment est-ce que vous avez choisi Amnidoc? Est-ce que vous avez testé plusieurs solutions? Comment s'est passé le déploiement du réseau? Qui a géré la mise en place de ce projet au sein de l'hôpital? Alors nous, on n'a pas testé plusieurs solutions. On a été directement en contact suite à un congrès avec Baptiste Ruchot, qui était le fondateur d'Omnidoc et avec qui on a réfléchi, nous a un peu voilà, il nous a motivés pour essayer de voir de quelle manière ça pouvait s'articuler en cardiologie. Du coup, on a quand même eu pas mal d'échanges et puis on a monté le projet. Et on a tout de suite été tous dans le service assez convaincus et contents du service. Donc, on n'a pas eu de raison de tester d'autres plateformes. Et finalement, après, bon, c'est essentiellement mon collègue, le docteur Lasserre et moi-même qui avons monté le projet, qui avons motivé nos collègues, nos autres collègues. Et puis, ça s'est fait très facilement et naturellement. De même avec le secrétariat, qui était un peu réticent parce qu'elles avaient peur d'un surcroît de travail, mais je pense qu'elles se rendent compte maintenant qu'au contraire, elles ont moins de médecins à nous passer au téléphone, moins de coups de fil des secrétariats médicaux à nous passer, euh, avec effectivement de temps en temps des patients à convoquer, à rappeler, des consultations à rajouter mais probablement moins de coups de fil extérieurs à gérer. Enfin, certainement, hein, ça fait 1200 téléexpertises, c'est probablement une bonne partie de coups de fil évités par le secrétariat. Donc, elles ont maintenant bien se convaincu de l'utilité de la chose. Et avec l'administration, autant il y a énormément de choses qui sont très compliquées à mettre en place avec les administrations hospitalières, autant là, c'était assez limpide, à mon sens, et ils ont adhéré tout de suite et ça a été très rapide. Et concernant l'adoption, entre guillemets, de la plateforme, de son utilisation, est-ce que la prise en main s'est faite facilement? Alors, ouais, mon service, on est une équipe assez jeune. Et, bon, voilà, on a tous utilité, enfin, les smartphones étaient assez à l'aise, sauf éventuellement le chef de service qui était un peu peut-être réticent au début à donner des avis sur smartphone, etc. Mais finalement, il s'y est mis très facilement, donc ça n'a pas posé de problème. Ok. Docteur Zakin, vous avez du coup lancé un réseau de téléexpertise un peu plus récemment, depuis bientôt 4 mois, avec vos confrères de l'ADRIS. Qu'est-ce qui vous a motivé à lancer un réseau de téléexpertise comme ça avec vos confrères? Alors en fait, moi je pratiquais la téléexpertise depuis plusieurs années déjà dans la région centre dans laquelle je travaillais auparavant. Et donc
j'avais une activité assez confortable de téléexpertise pour laquelle j'avais vraiment vu l'intérêt euh, par rapport à tout ce qu'on avait déjà, tout ce qu'on a déjà évoqué depuis tout à l'heure. Et lorsque donc j'ai déménagé sur la région, ça me paraissait ça me paraissait une évidence de continuer ce travail de télé-expertise euh, parce que ne pas le faire, ça m'aurait manqué quelque chose dans la prise en charge des patients, notamment les patients isolés, les patients qui vivent relativement assez loin. Pour exemple, dans la région centre, j'avais une activité qui était aussi très axée, par exemple, sur les Holters. Des patients les médecins généralistes disposaient de Holters, mais ne savaient pas les interpréter. Pour des patients que je revoyais, par exemple, en consultation pour leur suivi d'arythmie, euh, si j'avais besoin de lui poser le Holter, le généraliste pouvait lui poser le Holter à son cabinet. À côté le patient habite à côté de son médecin généraliste. Il lui pose le Holter, il le retire et il m'envoie le Holter de manière sécurisée. Je pouvais le lire avant la consultation et je voyais le patient une seule fois. Et ça lui évitait de venir la veille, de faire 200 km aller, 200 km retour, revenir le lendemain 200 km, etc., etc. Ça pouvait être assez pénible. Il y a un certain nombre de patients qui sont obligés aujourd'hui de faire, euh, de faire des kilomètres pour certaines consultations. Euh, et s- donc, je voulais perpétuer un petit peu cette chose-là. Donc c'est comme ça que j'ai pas, l'idée ne m'est pas venue il y a 4 mois, j'ai juste continué un petit peu dans ma lancée. Et du coup, pourquoi avoir choisi OmniDoc? Donc, ce que vous dites, c'est que voilà, votre pratique de la téléexpertise remonte à bien plus de 4 mois, mais donc vous avez lancé votre réseau de téléexpertise sur OmniDoc il y a 4 mois. Comment est-ce que vous avez choisi OmniDoc? Alors déjà, ça a été une décision de groupe. C'était une décision du groupe. Enfin, le groupe entier a adhéré à ça parce que c'est mieux de le faire en groupe, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, on est vite submergé. Euh, et j'avais fait l'erreur peut-être de travailler sur plusieurs sites. C'est plutôt le requérant qui me demandaient s'ils pouvaient me demander un avis. Ils avaient déjà un logiciel de téléexpertise et ils me demandaient de travailler avec eux, avec leur logiciel qui était déjà en place. Et donc, ça multipliait les sources. C'était pas forcément c'est pas forcément très simple. Et donc, il fallait choisir un logiciel. Et bah, Omnidoc, il est assez simple d'utilisation. Il y a l'application sur l'iPhone, sur l'iPhone, enfin, je sais pas de marque, je sais pas de conflit d'intérêt, Samsung ou autre marque. Donc il y a une application qui est assez efficace sur le téléphone portable, donc on n'a pas besoin de se connecter forcément à un ordinateur. Et ça peut être chronophage, voire même on n'a pas forcément accès à un ordinateur qui dispose du logiciel. Donc c'était plutôt voilà, non, c'est plutôt pratique. Le reste du groupe avait vu un petit peu le logiciel, était d'accord, et donc ça a été une décision de groupe. Ok. J'en profite pour rappeler aux participants de ne pas hésiter à poser vos questions. Donc sur l'icône QR ou alors dans le chat, enfin, ou à marquer vos commentaires dans le chat. On répondra à toutes vos questions à la fin du webinaire. Alors, un des intérêts d'un réseau OmniDoc, c'est que ça permet en fait aux experts du réseau de s'organiser de la manière dont ils le souhaitent pour répondre à l'activité d'avis. Ce qui m'intéresserait, docteur de Guibon et docteur Zakin, c'est que vous m'expliquiez un petit peu comment est-ce que vous êtes organisé avec vos confrères pour répondre justement aux différents avis. J'ai commencé. Nous, on a beaucoup discuté en amont parce que on savait pas de quelle manière est-ce qu'on voulait des réponses individuelles, c'est-à-dire que enfin, des expertises demandées spécifiquement à un cardiologue ou au groupe, le degré d'urgence, le délai de réponse, etc. Après beaucoup de réflexion et vu qu'on on voulait pouvoir apporter une réponse rapide, parce qu'en cardiologie, il y a quand même des fois des situations très urgentes, bon, qui ne relèvent pas d'omnidoc, mais des situations semi-urgentes
il faut quand même que les médecins puissent avoir une réponse rapide. On a proposé un système de téléexpertise avec possibilité de demander des réponses urgentes et on a finalement un tour de garde de soir et de nuit et la journée également avec un téléphone de garde qu'on se passe. Et donc, c'est celui qui est de garde qui répond aux demandes. Avec, voilà, on a également des docteurs juniors, des internes anciens qui sont quasiment à la fin qui prennent des gardes. Et dans ces cas-là, le soir, à partir de 18h30, 19h, c'est un médecin d'astreinte, de choro ou de rythmo qui répond à la place de l'interne de garde quand on en a. Euh, et moyennant quoi, on a des délais de réponse qui sont en moyenne nettement moins de 1 heure, je pense. La plupart des téléexpertises, on y répond dans la demi-heure ou dans les 3/4 d'heure. Euh, Tant que pour le médecin qui est de garde, de finir ce qu'il est en train de faire et de jeter un coup d'œil à la téléexpertise. Et ça décharge les autres de cette tâche. C'est-à-dire que quand on n'est pas de garde, on est tranquille, on n'y fait pas attention. Euh, voilà, ça on a testé comme ça et finalement on est resté sur cette solution parce que je pense que les confrères généralistes sont contents d'avoir des réponses rapides pour un patient qui sont en phase 2 en cabinet. Je sais que la plupart font la téléexpertise, laissent patienter le patient en salle d'attente et ils attendent la réponse et ils vont lui communiquer la réponse en suivant quand c'est des choses semi-urgentes pour lesquelles ils sont un peu inquiets. Mhm. Et vous, docteur Zakin, est-ce que vous avez mis en place un peu le même mode de fonctionnement avec un planning d'astreinte? Oui, il y a un planning. Alors, on n'a pas de garde, mais on a choisi, on est cinq, donc c'est plus simple. Cinq jours de la semaine, et chacun a son jour de consultation. Donc, on a mis ça, on a mis les avis, les jours de consultation où on est plus facilement disponible entre deux pour répondre à un avis Omnidoc et plus rapidement. Donc, on répond assez vite dans la journée. Ça peut être effectivement dans les quelques minutes si on est disponible euh, à ce moment-là. Ok. Et est-ce que ça vous arrive parfois d'avoir un trop-plein de demandes? Et si c'est le cas, comment est-ce que vous le gérez? Et de même, comment est-ce que vous gérez les absences, les vacances, etc. Alors nous, trop plein de demandes, non, je pense pas parce qu'on n'a jamais eu plus de deux ou trois maximum de demandes qui arrivent. En 1 heure, c'est bien le grand maximum. Et puis, voilà, la plupart du temps, c'est assez rapide. Une demande de téléexpertise, soit on apporte la réponse et le dossier est clos, soit on propose une consultation. Et à ce moment-là, on clique sur l'icône ajouter le secrétariat. Les secrétaires sont au courant et contacteront le patient parce qu'elles ont ses coordonnées pour donner une consultation dans le temps que on a spécifié dans notre réponse. C'est-à-dire qu'on dit, OK, je verrai la semaine prochaine. À ce moment-là, le secrétaire le rajoute sur la consultation la semaine d'après, ou dans un mois, ou dans 3 mois, etc. Et dernière possibilité, c'est une urgence. Et on propose au patient d'être vu le jour même, le soir ou le lendemain matin dans le service, euh, dans le cadre de l'urgence. Et effectivement, les absences, mais, bon, vu que c'est le médecin qui est de garde, par définition, il n'y a pas d'absence sur cette ligne-là, il y a toujours quelqu'un qui est là pour répondre. Donc effectivement, les autres, quand on n'est pas là, on n'a pas à s'en préoccuper. Et on a exceptionnellement, donc, quand on part en vacances, on se signale sur Midoc, parce qu'on a de temps en temps des demandes qui sont adressées spécifiquement au cardiologue traitant, mais la plupart du temps, c'est l'équipe qui gère, et si c'est un patient d'un confrère, on répond quitte à laisser des choses en suspens en disant qu'on posera la question demain au cardiologue traitant, vérifier qu'il est OK avec cette prise en charge, par exemple. Docteur Zakin, vous partagez également le constat que fait docteur de Guibon? Oui, oui, bah déjà le fait de travailler à plusieurs, ça facilite grandement les choses, notamment pour les congés. Et puis il peut y avoir on évite de dépasser quand on est seul à répondre quand il y en a un certain nombre, ce qui pouvait être le cas quand j'étais dans la région centre. Mais le fait d'avoir un planning, d'être organisé, d'avoir du coup, d'avoir dans son agenda euh, du temps dédié, même s'il n'est pas spécifiquement noté sur le planning, mais on sait qu'on doit le faire et on le fait, c'est préférable à des avis qui s'accumulent et on peut vite effectivement être dépassé. Mais on ne l'est pas, on n'a jamais été Ok. submergé. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il y a des variations, même légères, entre la façon de faire de la télexpertise en cardiologie, en libéral et à l'hôpital?
Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des différences? Et si oui, sauriez-vous les expliciter? Alors moi c'est dur à dire parce que j'ai pas l'expérience du libéral, mais je vois pas, à mon avis, de grosses différences dans nos activités pour savoir un peu, notamment en rythmologie, comment on travaille, les collègues en libéral. On fait le même métier, hein, c'est la structure qui est différente, donc je vois pas de grosses différences. Et puis on a de toute façon, j'imagine, à l'hôpital comme au libéral, le moyen de faire des consultations urgentes, semi-urgentes, de rajouter des patients à nos plannings qui sont déjà surchargés, mais quand il le faut, voilà. Euh, on- je ne pense pas qu'il y ait de grosses différences, à part effectivement, nous on est un centre hospitalier général, cardio général, on a tout, on fait la coronaire, de l'hypertension. Alors ça peut arriver que moi, rythmologue, donne un avis sur un dossier d'hypertension, mais effectivement, si je suis pas à l'aise avec ça, je peux laisser le dossier ouvert en disant que je donne une réponse transitoire et que je finirai ma réponse après avis des personnes compétentes le lendemain ou le surlendemain. Mais en général, dans ces cas-là, c'est pas des urgences, donc ça pose pas de gros problèmes. Et docteur Zakin, votre point de vue sur le sujet? Euh, oui, pareil. Je pense que ce qui peut différer simplement entre les deux, c'est la pratique. La question qu'on va poser à un cardiologue de ville pour le suivi d'un de ses patients sera pas forcément la même qu'un centre hospitalier qui dispose d'un plateau technique. Donc, ça sera peut-être le, le fond, mais pas forcément la forme de la téléexpertise, hein. Hmm. Ok. Parmi les participants, on en a certains qui sont pas encore inscrits sur OmniDoc et qui sont peut-être pas encore tout à fait familiers de la téléexpertise et la pratique peu, voire pas du tout. Qu'est-ce que, docteur Zakin, docteur de Guibon, vous auriez envie de leur dire pour les aider à sauter le pas? Je vais commencer encore. Bon, moi, je pense encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que faut pas avoir peur d'un surcroît de travail et de temps, d'un temps qui va nous être enlevé. Au contraire, ça fait gagner du temps, ça évite des passages aux urgences, ça évite des consultations inutiles. Ça fluidifie le fonctionnement, ça, à mon avis, diminue la charge de travail des secrétaires également en termes de réponse au téléphone pour les correspondants. Donc, moi, personnellement, j'y vois que des avantages. Et puis, les patients, quand on les voit, quand c'est des patients qui ont eu une telle expertise, qu'on a demandé à revoir en consultation pour quelque chose, une prise en charge d'une arythmie, etc., ils sont un peu bluffés qu'on soit comme ça bien au courant de leur dossier, qu'on ait déjà vu leur électro, qu'on sache exactement le problème et qu'on rentre directement dans le fond du sujet. Eux-mêmes ont été déjà un peu briefés par leur médecin traitant, donc voilà, on gagne du temps, on est plus à l'aise, on a déjà les infos, voilà, on a déjà les antécédents, on a le dossier en tête, ça va très vite comme ça. Je partage entièrement le point de vue du docteur de Guibon. Et c'est un gain de temps, gain d'énergie. On travaille dans de meilleures conditions. Les personnes avec qui on travaille, les collaborateurs, ont moins de pression, moins d'appels, euh, moins de travail. Et donc pour nous, c'est un avantage. Pour pour le médecin requérant, c'est hyper confortable d'avoir d'avoir un lien direct et on peut chatter, on peut discuter. C'est quasiment c'est pas immédiat, mais c'est quasiment, on peut envoyer des textos, quasiment chatter avec le médecin, échanger. Ça s'arrête pas forcément par la réponse qu'on va donner, mais on peut échanger pendant un certain temps avec le médecin, entre le médecin requérant et le médecin requis. Et le patient, lui, il voit aussi un énorme avantage. C'est hyper confortable pour lui. Deux équipes se sont concertées avant. Il arrive en consultation avec un objectif précis, potentiellement une prise en charge déjà organisée, un gain de temps. Les examens complémentaires sont déjà prévus. Donc, pour les trois acteurs, c'est quelque chose d'intéressant et de bénéfique. Ouais, pour rebondir sur ce que dit Dr Zakin, on peut, une telle expertise n'est jamais terminé, on peut tout à fait toujours rebondir et puis avoir un nouveau message sur une telle expertise, sur un élément de suivi et une nouvelle
nouvelle information, une biologie qui n'était pas encore là, qui arrive le lendemain, le médecin renvoie en disant, ah ben voilà, la bio, est-ce que on reste sur cette stratégie, oui ou non? Enfin, ça peut. Donc c'est toujours, ça évite des coups de fil inutiles et ça prend quelques secondes à répondre. Mais ouais, c'est effectivement un chat, le dossier il peut être continué, même si on clique sur l'onglet terminer la télé-expertise euh, pour qu'il y ait la cotation, etc. Mais on peut toujours rajouter des messages derrière pour continuer à discuter de la prise en charge du patient. Et puis, faut pas oublier qu'effectivement, ça a une valeur également légale, c'est-à-dire que le médecin traitant, il est rassuré entre guillemets, d'avoir bien fait son boulot et d'avoir eu une réponse d'un spécialiste qui va le rassurer sur un dossier. Quand il est au fond de la campagne avec des douleurs thoraciques atypiques, c'est quand même toujours rassurant, à mon avis, d'avoir quelqu'un qui dit OK, il n'y a rien, ou les trouver sur des palpitations avec un électro normal, des extrasystoles qui sont bénignes. Enfin, tout ça, c'est des choses pour lesquelles, à mon avis, un médecin traitant tout seul aurait du mal à rassurer complètement le patient. Merci beaucoup. Donc je le rappelle si jamais c'est pas clair pour certains, on peut avoir une utilisation il y a 2 façons d'utiliser OmniDoc. On peut avoir une utilisation individuelle d'OmniDoc qui sera complètement, gratuite, et donc en tant que cardiologue libéral, vous pouvez vous y inscrire, solliciter des avis, rendre des avis, de manière, complètement, gratuite. Mais il y a une autre façon d'utiliser OmniDoc qui consiste à mettre en place un réseau de télexpertise. Donc c'est ce dont on parle depuis le début, donc le réseau du CH de Pau, le réseau de l'ADRIS. Ma question est la suivante. Euh, quel conseil, enfin, quel est l'avantage en fait de monter un réseau de télexpertise, donc de ne pas avoir une pratique seulement individuelle de la télexpertise? C'est vrai que ça semble assez évident dans le cadre d'un service hospitalier, mais quoique. Et du coup, en libéral, là, la question se pose quand même d'autant plus. Donc, quels sont les avantages de monter un réseau et quels conseils est-ce que vous donneriez à des confrères qui songent à monter un réseau, que ce soit dans le cadre d'un cabinet de groupe, d'un service hospitalier ou même d'une équipe de soins spécialisée pour ceux qui en ont déjà constitué ou qui envisagent d'en constituer dans les prochaines semaines ou prochains mois. Alors, en Euh, hospitalier, vas-y, si tu peux. Enfin, en hospitalier, effectivement, euh, c'est vrai que c'est toujours un travail d'équipe, mais il y a quand même des centres hospitaliers où chaque cardiologue suit son patient et où le travail est très cloisonné. Nous, on a la chance d'avoir un service, on est c'est assez transversal et on va pas refuser de s'occuper d'un patient d'un collègue parce qu'il n'est pas là ou qu'il n'est pas disponible, etc. Donc, ça a été assez facile pour nous, mais je pense que effectivement, c'est important si on veut travailler en réseau, que toute l'équipe soit partie prenante et que tout le monde ait les mêmes objectifs et a une manière de faire similaire, sinon c'est vrai que ça peut pas marcher. Mais en même temps, c'est tellement simple à utiliser et la possibilité de laisser des dossiers un peu en attente si c'est pas vraiment urgent et qu'on a besoin d'informations complémentaires font que c'est très fluide à utiliser en équipe. Mais c'est certain qu'il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde au début, mais c'est pas très difficile de convaincre pour l'avoir vécu. Mes collègues au début, quand j'en ai parlé la première fois, étaient un peu circonspects, et puis finalement, on a discuté 20 minutes, et ils ont foncé hein, sans difficulté. Docteur Zakin? euh, le réseau par rapport à un travail, par rapport à la télé-expertise dans son coin, bah, c'est simplement la volonté de travailler ou pas avec les personnes avec qui on partage un cabinet ou une activité. Ça dépend un peu des personnalités de chacun. C'est quand même plus agréable de partager un maximum de choses et notamment la pénibilité, même si elle n'est pas très importante. Euh, c'est surtout lié d'ailleurs à la continuité dans les avis de l'expertise qui a un intérêt. Mais on travaille en groupe. Dans notre groupe, on travaille ensemble. On est on est, euh, on est en commun et on peut prendre en charge le patient du groupe si nécessaire, même si les patients sont attachés à leur praticien. Donc c'est un mode de fonctionnement qui était adapté au réseau de téléexpertise. Après, ça dépend des personnalités de chacun, de la façon de travailler de chacun. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument faire
un réseau et s'obliger à faire un réseau si on supporte pas la personne avec qui on partage le cabinet et on se dit pas bonjour, c'est pas la peine. Merci beaucoup. Une toute dernière question avant de passer à la séance de questions-réponses. Euh, On sait, on le voit partout dans les médias, dans les études, que la pénurie médicale, en tout cas dans les prochaines années, elle va pas être amenée à diminuer, mais même plutôt à s'accentuer. Et on sait que la télexpertise, c'est une des réponses à la pénurie médicale, pardon. Et donc, ma question, c'est comment est-ce que vous voyez les choses évoluer à l'avenir pour la télexpertise ou les parcours de soins en cardiologie? Euh, euh, Concernant l'évolution de la prise en charge des patients, à mon avis, on s'oriente de plus en plus vers des surmédecins généralistes, probablement dans certains endroits qui auront plusieurs casquettes et qui vont assurer en tout cas le début des prises en charge de spécialités, notamment cardiologiques, sur certains aspects. On avait parlé du Holter tout à l'heure. Euh, Certains médecins généralistes posent déjà des haltères, des MAPA, et donc euh, initient déjà un peu la prise en charge de cardiologique simple. Et donc la pénurie en temps médical cardiologique va conforter probablement cette tendance euh, et la téléexpertise va permettre d'éviter de surcharger les cardiologues restants et d'éviter les allers-retours de ces patients entre médecins généralistes, cardiologues. On n'a pas parlé des IPA et autres, mais il y a aussi la délégation de tâches, les équipes de soins spécialisées qui se développent aussi pour la téléexpertise, qui vont aussi rentrer dans en jeu. Euh, et donc, il va y avoir probablement de plus en plus une prise en charge coordonnée de ces patients. Pas forcément le patient en présentiel, c'est peut-être ça qui est en train de se développer. Le patient va pas forcément être systématiquement présent pour sa prise en charge, euh, avec un intérêt d'ailleurs pour la sécurité sociale d'économiser des coûts de transport, d'économiser des passages aux urgences, etc. euh, pour, pour faire face à cette demande en soins et le défaut, pour, en tout cas pour les prochaines années, la capacité des cardiologues à répondre à la demande. Oui, moi, j'adhère complètement à ce que dit le docteur Zakin, d'autant plus que nous, on est un département, bon, on a une agglomération assez dense, mais après, très vite, c'est très rural et beaucoup de généralistes sont amenés à à s'équiper en électrocardiogramme pour faire les soins de premier recours et on évite comme ça tout un tas de consultations inutiles et ça a vocation probablement à diminuer des coûts d'ambulance, de consultations, voilà, qui n'ont pas forcément lieu d'être une fois qu'on a l'électrocardiogramme qui est normal, hein, effectivement. Donc, Merci je beaucoup pense que ça a pour, toute sa place. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux. Je vois qu'il nous reste 10 minutes. Je vous propose de passer à la séance de questions-réponses. Alors, on en a eu quelques-unes dans le chat. N'hésitez pas à en rajouter si vous en avez. Donc là, je m'adresse aux participants. Et nous, on a eu aussi quelques questions que les participants nous ont posées au moment de leur inscription. Donc, on va aussi vous poser ces questions-là. La première question concerne la gestion du temps consacré aux avis, même si vous avez déjà un petit peu évoqué le sujet. Quel temps moyen journalier passez-vous à traiter les demandes? Avez-vous réussi à traiter les questions médicales uniquement par télexpertise ou avez-vous dû augmenter votre temps de consultation présentielle pour le suivi des cas? En fait, vous y avez même carrément répondu, il me semble. Oui, bon, moi, nous, on a le médecin qui est de garde qui va répondre, va peut-être passer un quart d'heure dans la journée à répondre aux différents avis. Ça dépend des jours, ça dépend du nombre d'avis, hein, mais c'est pas plus que ça. Et sur le lot, ben, s'il y a 25% de consultation qui va se rajouter à une échéance plus ou moins lointaine, euh, sur l'ensemble des consultations de l'hôpital, enfin, de notre service, il y en a quand même un certain nombre qui vont être évités également. Donc, c'est difficile à quantifier, mais je pense que l'un dans l'autre, on est gagnant, hein. Mm. Question suivante qu'on nous a posée au moment de l'inscription. L'utilisation d'Omnidoc en milieu hospitalier, donc du coup plutôt pour vous, docteur de Guibon, comporte-t-elle des contraintes, qu'elles soient individuelles ou collectives? Bah, je pense que
je pense avoir déjà un peu répondu. Les contraintes, pour moi, oui, effectivement, il y a quand même, quand on est de garde, ça fait une sollicitation en plus du téléphone de garde. C'est-à-dire qu'il y a le téléphone de garde et puis également l'application Omnidoc qui va mettre des pastilles auxquelles il va falloir répondre. Mais, euh, mais c'est un peu, enfin, c'est une contrainte acceptée et dont on tire des bénéfices par ailleurs. Donc, à part ça, voilà, collectivement, effectivement, si on peut dire une contrainte collective, c'est qu'il faut qu'on soit tous, on aille tous dans le même sens. Donc, il faut que l'équipe soit assez soudée, que le projet, que tout le monde adhère au projet. C'est sûr que si il n'y a que la moitié de l'équipe qui adhère au projet, ça va pas marcher, ouais. Ok. On nous a aussi demandé quelle était votre expérience avec les EHPAD. Donc j'imagine que ça vous concerne, docteur de Guibon, docteur Zakin peut-être aussi, vous, de votre côté. Moi, que je pense, on Ouais. n'a pas trop Hmm. de lien direct avec les EHPAD, non. C'est plutôt généralement coordonné et peut-être plus le docteur de Guibon qui pourra. Ouais, non, nous, tout médecin peut s'inscrire. Donc, je sais qu'il y a des médecins des SSR aux alentours qui nous demandent des avis régulièrement sur des électrocardiogrammes. Ils EHPAD assez peu, mais en soi, c'est quelque chose de tout à fait possible. Après, c'est la volonté des médecins. On essaye de mettre en place une coopération avec le centre hospitalier psychiatrique du territoire pour interpréter les électrocardiogrammes en issue neuroleptique. Mais c'est un petit peu compliqué. Parce qu'il faut qu'ils s'inscrivent, les médecins aux urgences là-bas de manière individuelle. Donc c'est en cours. On essaie de faire en sorte qu'ils puissent avoir un avis sur les électrocardiogrammes avant mise sous traitement. Et puis juste un un petit commentaire, parce que on parlait des contraintes de tout à l'heure. On avait peur d'avoir des demandes d'avis tardives au milieu de la nuit, etc. Il n'y a jamais de demande au-delà de 20h, 20h30 sur des médecins généralistes qui travaillent un peu tard. Après, ça se termine. Donc, sur le médecin de garde, finalement, il a sa contrainte jusqu'à 20h, 20h30. Et puis après, c'est terminé. Donc, c'est pas non plus quelque chose d'extrêmement lourd à gérer par la suite. Il y a pas de demande au milieu de la nuit, hein. Hmm. Une question pour tous les deux cette fois-ci. Peut-on limiter la télexpertise à nos patients communs avec les médecins généralistes et ne pas ouvrir à des patients qu'on ne connaît pas? Docteur Zakin, vous voulez peut-être commencer? Alors oui, en fait, ça c'était les anciennes réglementations sur la téléexpertise et la télémédecine. Aujourd'hui, il n'y a pas de limite. On peut donner un avis de téléexpertise à un patient qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu. Euh, Limiter à des patients uniquement des patients qu'on connaît, ça c'est un peu les règles, c'est vous qui les définissez, c'est vous qui définissez les règles du jeu quand vous ouvrez votre compte de téléexpertise, en tout cas sur Omnidoc. Euh, Vous pouvez préciser si vous voulez plutôt des patients que vous connaissez, des patients que vous connaissez pas, quelle est la région, etc., etc., etc. Il y a un certain nombre de paramètres que vous pouvez mettre pour orienter la téléexpertise que vous préférez travailler, sur laquelle vous voulez travailler. Je me Docteur, permets de et compléter ce qui vient d'être dit, pardon, Anaïs, effectivement, et parmi les paramètres que vous pouvez modifier, vous avez notamment un annuaire en fait sur Midoc qui permet de référencer l'offre d'expertise sur le territoire. Et vous pouvez faire le choix d'y apparaître ou pas sur cet annuaire. Et donc, si vous n'y apparaissez pas, votre correspondant habituel ne peut vous trouver que par votre nom, et donc plus facilement, vous pouvez communiquer vos instructions donc, de cette façon. Absolument. Oui, effectivement, après, on fixe les règles du jeu, mais nous, ça nous a pas, on n'a pas pensé à cette option parce que l'idée à la base, c'était quand même de faciliter la vie de nos correspondants généralistes sur le territoire et de ne pas les limiter, effectivement, les patients qu'on connaissait uniquement. Et je pense que ça, le fait de faire des téléexpertises à des patients qu'on ne connaît pas permet d'avoir dépanner sur des vraies urgences et puis c'est ce qui permet d'éviter des consultations inutiles par la suite sur des problèmes très simples à régler. une question pour docteur De Guibon. Sur la phase de démarrage, à combien avez-vous commencé pour l'équipe hospitalière? N'est-il pas cohérent de proposer un partage par sous-spécialité? Alors, je pense que ce serait trop compliqué dans le quotidien de partager en sous-spécialité, même si effectivement on a des coronarographistes, des rythmologues, des non-invasifs. Et au démarrage, alors, toute l'équipe devait pousser dans le même sens, mais effectivement, on n'a pas tous installé l'application immédiatement. Donc au début, on était
Au tout début, on était trois ou quatre à répondre, mais on avait très peu de demandes. Et puis on s'est mis quand les demandes ont commencé à affluer, on s'est mis à répondre en fonction du moment où on était de garde ou d'astreinte. Mais ça arrive également quand on est voilà, on a un petit temps mort, on est en consultation entre midi et deux, et qu'on voit une telle expertise, on y répond, même si on n'est pas forcément en astreinte ou tout garde, on peut y participer aussi. Donc c'est un effort collectif. On joue tous le jeu, on s'aide les uns les autres. Si on sait que le collègue est débordé, on va lui filer un coup de main. Enfin voilà, c'est un peu le principe d'entraide aussi également. Et je me permets de compléter votre réponse. Alors, sur votre réseau de télexpertise, c'est vraiment vous qui allez choisir les différentes lignes d'avis que vous allez mettre en place. Docteur de Guibon, au sein du CH de Pau, vous avez décidé de faire une ligne d'avis pour le semi-urgent, une ligne d'avis pour le non-urgent. Mais on a euh, d'autres, on va dire, réseaux de libéraux ou centres hospitaliers qui ont décidé de s'organiser autrement. Et là, par exemple, j'ai sous les yeux le réseau de téléexpertise de Côte Basque Cardiologie, qui est donc un groupe de cardiologues et de médecins vasculaires libéraux, mais qui assure également des consultations au sein des centres hospitaliers. Et eux, par exemple, ils ont mis en place une dizaine de lignes d'avis qui sont pour le coup par surspécialité. Donc je vous lis les intitulés des lignes d'avis. On a avis cardiologique rapide, donc là ça rejoint un peu ce que vous avez fait au sein du CH de Pau. Avis vasculaire rapide, amylose cardiaque, cardiologie du sport, cardiologie pédiatrique, cardio-oncologie, HTA, insuffisance cardiaque, médecine vasculaire, prévention cardiovasculaire et réadaptation cardiovasculaire. Et pour le coup, les différents experts se sont répartis au sein de toutes les différentes lignes d'avis. Voilà. Donc c'est simplement pour compléter un peu ce que vous disiez, docteur de Guibon. En fait, ça dépend vraiment, je pense, de l'organisation de chaque centre hospitalier, de chaque médecin. Vous pouvez vraiment faire en fait ce que vous souhaitez. Nous, on s'adapte à votre mode de fonctionnement au final. On met en place ce que vous souhaitez mettre en place. Euh, une dernière question peut-être, euh, plutôt pour Balthazar, c'est une question qui concerne Omnidoc. Balthazar, on nous demande comment faire en sorte que l'activité soit valorisée lorsque nous sommes médecins salariés. Quelles procédures devons-nous mettre en place avec l'employeur? Donc c'est effectivement une bonne question. C'est un peu l'intérêt des réseaux de télexpertise. Donc on en discute depuis le début de ce webinaire. Donc l'intérêt d'un réseau, c'est qu'on peut y ajouter plusieurs médecins et on peut également ajouter des agents administratifs qui vont pouvoir récupérer les différentes informations des télexpertises réalisées par les médecins de la structure pour gérer la partie création d'identité, la partie cotation de l'activité. Donc ça fait partie finalement des choses qu'on met en place lorsqu'on déploie un projet de télexpertise à l'hôpital ou dans une structure salariée, peu importe. Et donc, la formation de ces équipes administratives en fait partie. Donc, libre à vous de vous rapprocher effectivement de votre employeur pour qu'on puisse entamer des discussions si vous souhaitez lancer un réseau. Et d'ailleurs, donc tout à l'heure, docteur de Guibon, vous aviez évoqué l'implication de votre secrétariat dans le réseau de télexpertise. Balthazar, toi et tous les membres de l'équipe accompagnement et projet au sein d'Omnidoc, vous avez l'habitude d'accompagner des secrétariats. Est-ce que tu peux nous dire assez concrètement quelles actions vous mettez en place justement pour accompagner les équipes secrétariat, voire même le bureau des entrées, qui a un rôle souvent assez distinct des secrétariats médicaux? Alors, on rencontre tous les acteurs à la mise en place d'un projet. Donc, les médecins pour effectivement définir un petit peu le périmètre, la façon dont le projet est présenté. Les secrétaires parce qu'elles ont des tâches et des actions. Elles sont directement impactées par la mise en place de Midoc. Donc, elles ont des accès pour gérer notamment la prise de rendez-vous post-téléexpertise lorsque c'est pertinent, également pour l'intégration d'un compte-rendu dans le dossier du patient. Enfin, d'un dossier de téléexpertise, il y a un compte-rendu qui est généré de façon automatique par Midoc, qui a vocation à être intégré dans le dossier du patient. Donc, on les rencontre pour leur présenter tout ça, leur expliquer comment le faire. Et même remarque pour les agents administratifs qui ont un périmètre parfois un petit peu différent. Donc, à l'hôpital, par exemple, gère la partie facturation. Et ils ont une interface dédiée, et donc ça nécessite qu'on passe du temps avec ces personnes pour leur expliquer comment ça fonctionne et pour que le projet, aussi bien du point de vue médical, mais du point de vue également administratif, se passe bien. Merci beaucoup. On arrive à la fin de notre webinaire. Docteur de Guibon, docteur Zakin, je ne sais pas si vous aviez quelque chose à ajouter. Non, je pense qu'on a dit pas mal. Voilà, on a fait le tour de la question, hein, je pense que les questions étaient pertinentes. Voilà, nous, on est une équipe assez convaincue de l'utilité de cette plateforme et de la télexpertise en général. Ouais. Et docteur Zakin? Oui, bah je pense que vous avez vu mon engouement pour la téléexpertise. Je pense que elle s'imposera probablement d'elle-même dans notre. Enfin, on pratique la téléexpertise
euh, depuis très longtemps, simplement n'est pas forcément très réglementé dans des conditions très sécurisées pour les patients et pas forcément très bien organisé parce que euh, un texto, un coup de fil, il n'y a pas de trace, il n'y a pas forcément de traçabilité. À chaque fois qu'on veut revenir dessus, on n'a pas forcément tous les éléments. Là, la traçabilité, le fait que ce soit valorisé, soit coté, ça facilite aussi le développement de la téléexpertise et que et que les médecins généralistes et les autres spécialités aussi s'y mettent pas mal. Je pense que ce serait dommage que la cardiologie ne participe pas à ça. Docteur Zakin, docteur de Guibon, un immense merci à vous pour votre présence ce soir. Un immense merci également à tous les participants qui sont inscrits et qui sont présents ce soir. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits sur OmniDoc, je vous invite à vous inscrire, c'est gratuit, ça prend 30 secondes, comme ça vous permettra d'essayer la plateforme à titre individuel. Et ceux qui sont intéressés par un réseau, j'ai vu qu'il y a une demande dans le chat de quelqu'un qui souhaitait une démonstration. Je vous invite à nous écrire sur contact@omnidoc.fr, on va vous mettre le mail dans le chat, contact@omnidoc.fr. Comme ça, on a une personne de notre équipe partenariat qui vous fera une démonstration très concrète de la plateforme et qui répondra à toutes vos questions sur la mise en place d'un réseau. Voilà, je vous remercie à tous. Vous verrez un questionnaire de satisfaction va apparaître au moment où on va clore le webinaire. Donc, ces 4 questions, ça vous prend 20 secondes. N'hésitez pas à y répondre. Et sinon, vous recevrez également par mail. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée et à très bientôt à tous. Merci, bonsoir. Bonsoir. Merci, au revoir.